monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde à peu près, émission qui vous est proposée par Artemus. Artemus pour que l'information devienne connaissance. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le, car en plus des podcasts, ce sont aussi des chroniques autour divers sujets ou encore l'émission divertissante On n'est pas sauvé qui constitue notre programmation. Tous nos enregistrements se trouvent sur notre site web artemus.info et sur les divers réseaux et plateformes que vous connaissez déjà. Pour nous aider, comment vous pouvez le faire? Vos likes, commentaires et partages de nos contenus va permettre de nous faire connaître davantage sur les réseaux. Donc merci pour votre soutien. Il y a aussi nos conférences. Nous invitons des conférenciers à Bruxelles à propos des sujets liés à l'actualité, mais qu'ils abordent d'un point de vue très souvent absent des médias conventionnels. Ces conférences se déroulent toujours en présentiel et dans un cadre convivial. Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site web artemus.info. Comme ça, vous serez informé à temps du prochain événement que nous organiserons. Et aujourd'hui, dans ce podcast, Artemus reçoit le professeur Samuele Furfari pour parler d'énergie, notamment des énergies renouvelables, de la politique énergétique d'un point de vue géopolitique, ainsi que dans le contexte actuel des élections américaines. Quelques mots sur le professeur. Il est docteur en sciences appliquées et ingénieur chimiste de l'Université libre de Bruxelles où il enseigne depuis 2003. Il a été aussi haut fonctionnaire entre 1982 et 2018 à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne, où il a consacré toute sa carrière aux technologies et à la politique énergétique. Il a notamment participé aux négociations du protocole de Kyoto. Mais il est aussi auteur. À ce jour, une quinzaine d'ouvrages à son compte ainsi que de nombreux articles qui traitent le sujet de l'énergie et du développement durable. Et dans ce podcast, les intervenants sont Lamine, Nicolas et Hugues. Bonne écoute! Merci d'être avec nous aujourd'hui, Samuel Furfari. Il y a eu beaucoup d'actualités qui nous intéressent récemment. On va peut-être parler, on va parler brièvement peut-être de la COP29 à Bakou. C'était en Bakou dans l'eau ou... Bon, attends, avant d'en parler, peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que la COP29, Ah oui. nous expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la COP en général? C'est quoi la COP? Conference of the Parties, COP, Conference of the Parties, c'est une décision qui a été prise en juin 1992 à la conférence de Rio lors de l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc les signataires, les parties, les signataires... Ceux qui ont ratifié. Se rencontrent tous les ans. C'est pour ça qu'on dit que c'est la conférence des États parties, Conference of Parties, la conférence des signataires. Et c'est donc la 29e édition. C'est la 29e. Parce que, ça va servir à quoi? Oui, parle de quoi? Comme les 28 précédentes. Rien. C'est-à-dire que si on voulait faire quelque chose, il n'y avait pas besoin d'en faire 28 et maintenant une 29e. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais écrit un article... faut-il attendre la 99e pour se rendre compte que ça ne sert à rien? Parce que ça ne sert strictement à rien. Chaque année, les émissions de CO2 augmentent de 2%. C'est-à-dire que depuis qu'on promet de réduire les émissions, lors de la conférence de Rio, les émissions mondiales ont augmenté de 64%. Donc quoi, c'est que de la com? Non, c'est pas de la com, c'est de l'illusion. C'est pas la même chose. Les gens qui y vont, ils y croient. Mais ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas moyen de vivre sans énergie fossile. Et donc, si on veut vivre dans un monde avec un minimum de qualité de vie, de croissance, de mobilité, il n'y a rien à faire. On utilise des énergies fossiles. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'on refuse de voir la réalité. On nous gargarise avec des énergies renouvelables, mais c'est marginal et ça restera marginal. On n'est pas en transition énergétique, là? On n'est pas en transition énergétique, bien sûr que non. On n'est pas en train de passer au net zéro? Ça, certainement pas.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Ni en Europe, ni dans le monde. Aujourd'hui, environ, dans le monde, 83% de l'énergie qu'on utilise est de l'énergie fossile. En Europe, c'est 75%. Mais ce sont les mêmes chiffres depuis 20 ans. Il n'y a rien qui change. Sauf les quantités évoluent dans le monde. Mais le pourcentage est toujours le même. Il faut comprendre que les énergies renouvelables augmentent. OK ? Oui. Vous pouvez répéter pour être sûr que tout le monde a bien compris. Les énergies renouvelables augmentent. Mais les énergies fossiles augmentent 4 fois plus ou 5 fois plus. Donc, c'est-à-dire la quantité qu'on peut espérer utiliser, c'est ça que vous parlez? Oui, la production. Voilà. La production. Et donc, c'est ça qui est paradoxal. On nous gargarise. Ah oui, il y a de plus en plus de panneaux solaires et d'éoliennes. Ben oui, c'est vrai, c'est un fait. Mais il y a de plus en plus de projets d'énergie fossile que personne ne voit. C'est ça la grosse difficulté. Vous sortez, vous voyez un panneau solaire, vous prenez là votre voiture, vous voyez une éolienne. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde avec les projets pétroliers. Et donc, les gens sont biaisés par leur propre visuel. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne avec des énergies fossiles. Mais vous êtes favorable à ces énergies renouvelables. D'ailleurs, vous avez travaillé pendant plus de 30 ans là-dessus à la Commission européenne. Oui, j'ai travaillé sur les énergies renouvelables. On a développé toutes des directives qui obligent la production d'énergie renouvelable. Mais simplement, si j'étais d'accord à l'époque, aujourd'hui, je ne suis plus d'accord. Parce que on ne fait que subventionner des énergies renouvelables. Si vous supprimez les subsides, tout s'écroule. Mais toutes les énergies sont subsidiées. Le nucléaire est subsidié. Souvenez-vous des rapports de la Commission sur les subventions à l'énergie. Les énergies fossiles sont archi subsidiées. Non. La production d'énergie fossile n'est pas subventionnée. Ce qui est subventionné, c'est l'utilisation. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pourquoi c'est subventionné? Parce qu'on donne de l'argent aux agriculteurs pour ne pas qu'ils payent le même prix que nous sur le diesel. Parce que sinon, ils ne pourraient pas travailler. Donc, quand on parle de subsides, il faut quand même savoir de quoi on parle. Les subsides en Europe sur l'essence et le diesel, c'est pour les agriculteurs et pas pour nous. Et dans le monde entier, le carburant automobile est subsidié. Parce que les gens ne savent pas se payer le prix du pétrole. Ils sont pauvres, surtout en Amérique latine. Et donc, quand on fait un grand bilan de tous les subsides qu'on donne, on trompe les gens. Parce qu'on ne donne pas d'argent à Exxon pour produire du pétrole. On ne donne pas d'argent à Total pour aller produire du gaz en Israël ou ailleurs. Donc, il faut faire attention. Oui, il y a des subsides, mais pas comme on le croit. Par contre, les renouvelables, tout, absolument tout, est subsidié. On va reprendre un peu les choses depuis le début. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à l'énergie fossile? C'est quoi le reproche majeur qu'on lui fait? Et pourquoi nous parlons, aujourd'hui, en tout cas dans la bouche de nos politiques, nous n'entendons que les énergies renouvelables? Alors, il faut peut-être, si vous permettez, remonter un peu plus loin, parce que sinon, on ne comprendra pas. 66, la guerre avec Israël, et Israël qui prend Jérusalem. Et M. Kadhafi, qui fait un coup d'État en 69, se dit... J'ai besoin d'argent, donc je dois augmenter le prix du pétrole. Et il a lancé l'embargo sur la production de pétrole, la vente de pétrole, en 1973. Premier choc pétrolier qui nous a mis à genoux. Ensuite, en 1979, l'arrivée de M. Khomeini en Iran, merci. Et donc, deuxième choc pétrolier. Et à partir de ce moment-là, on nous a mis dans la tête, à tous, et moi le premier, puisque j'ai fait mon doctorat justement à cause de cela, qu'il n'y a plus de pétrole. On nous a mis à la porte du Moyen-Orient, donc il n'y a plus de pétrole. Et donc on a toujours eu cette idée, depuis maintenant 50 ans, qu'il n'y a plus de pétrole. Et comme s'il n'y a pas de pétrole, on va produire des énergies renouvelables. Donc la quête des énergies renouvelables n'a rien à voir avec le changement climatique. La quête des énergies renouvelables est née parce qu'on croyait qu'il n'y avait plus de pétrole. Okay. Et donc, s'il n'y a plus de pétrole, on doit promouvoir les énergies renouvelables. Et on a développé, à l'Union européenne, on a développé toutes les technologies. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des technologies européennes. En fait, l'énergie renouvelable était une énergie de substitution à la base. D'ailleurs, on les appelait à l'époque énergie alternative. D'accord. Mais vous, justement, ça part de l'idée qu'il n'y aurait plus de pétrole. Alors là, on va partir sur un autre sujet un peu, mais
c'est quoi cette histoire de pétrole? Parce qu'en fait, on entend un peu tout et son contraire. Et surtout, le truc le plus basique qu'on entend, qui n'est pas faux, c'est que par exemple, depuis des décennies, on nous dit il y a bientôt plus de pétrole et il y en a toujours partout. C'est quoi l'histoire du pétrole? Est-ce que vraiment il n'y aura plus de pétrole? Parce que il est notamment question du pétrole abiotique, dont on parle régulièrement ces Oui. dernières années. J'aimerais bien avoir votre opinion Et- sur le pétrole Est-ce que ça abiotique. existe selon vous? Quelle est l'idée? Et pourquoi il y a encore du pétrole alors que ça fait quand même un moment qu'on nous dit qu'il n'y en aura plus, c'est terrible, etc. Sur quoi ça fonctionne tout ça? Sur la différence entre une ressource et une réserve. Dans le monde, il y a des ressources qu'on trouve dans la terre en creusant. Des ressources de cuivre, des ressources de manganèse, de diamants, de pétrole, de gaz, d'or. Ce sont des ressources. On ne sait pas combien il y en a. Personne n'a une boule de cristal pour dire combien dans notre boule de terre il y a ces ressources. On sait à peu près, les géologues ne sont pas idiots, ils savent à peu près où il y en a, ils étudient et ils trouvent des endroits. Ça, ce sont des ressources. Personne ne connaît les ressources de la Terre, que ce soit pour le manganèse, l'or, le diamant ou le pétrole. Inconnu. Ça sera toujours inconnu. Mais parmi ces ressources, il y a des endroits où la concentration est suffisante que pour en faire une exploitation économique. Par exemple, dans l'eau de la mer, il y a beaucoup d'uranium pour produire de l'énergie nucléaire. Mais c'est tellement dilué que personne ne pense à le faire maintenant. Par contre, il y a des endroits, comme au Kazakhstan, où on a découvert des gisements d'uranium que ça vaut la peine d'exploiter. Et donc, à partir du moment où on exploite une ressource, ça devient une réserve. Parce que la réserve est une notion économique. Elle dit, moi, en creusant ici, je vais gagner de l'argent. Et donc, ça vaut la peine que je creuse parce que quelqu'un va me l'acheter et je vais récupérer mon investissement. C'est des millions d'investissements toujours dans les mines. Hein. Toujours en dizaines et centaines de millions. Beaucoup d'argent pour pouvoir récupérer un peu par la suite. Si vous n'investissez pas, vous ne le trouvez pas. Dans le pétrole, je reviens au choc pétrolier, on pensait que le pétrole était limité là, surtout au Moyen-Orient. Et puis quand on s'est dit, mais on doit chercher ailleurs, ben, on a trouvé. Non seulement on a trouvé, mais le prix du pétrole ayant augmenté, vous avez intérêt à exploiter des gisements que vous pensiez dans le temps qui n'étaient pas exploitables. Parce qu'ils étaient trop chers à exploiter. Et donc, comme le prix augmente, ben, ce qui était trop cher ne devient plus trop cher et on l'exploite. Et il y a la troisième raison, et la plus importante à mon sens, c'est que nous sommes dans un monde technologique. Et la technologie évolue. La technologie pétrolière aujourd'hui n'a rien à voir avec celle des années d'il y a 50 ans avec les chocs pétroliers. On a aujourd'hui des sophistications. Ici, vous voyez avec vos ordinateurs, etc. Mais dans les compagnies pétrolières, c'est le summum de la technologie informatique. Les plus grands ordinateurs se trouvent chez Eni à Milan. Le plus grand centre de calcul au monde est chez Eni, l'entreprise publique italienne, à Milan. Et donc, eux ont des capacités de découvrir des gisements partout. Et donc, on découvre tout le temps des nouveaux gisements, tout le temps, pétrole, gaz, manganèse, tout ce que vous voulez, parce que c'est la technologie qui évolue. Et donc, il n'y a pas de limite au pétrole pendant longtemps. Alors, je voulais avoir votre avis sur le pétrole abiotique. Donc, le pétrole, c'est censé être il est né de la sédimentation hein, de plantes, hein, Ouais. de végétaux. Et puis, ça a pris des millions d'années, j'imagine. Ouais. Et puis, c'est devenu donc riche en carbone, cette substance riche en carbone. Et apparemment, les Russes, hein, c'est les Russes qui auraient une théorie ou qui auraient découvert, enfin je ne sais pas trop, vous allez nous dire, du pétrole abiotique, c'est-à-dire Qui serait d'origine d'origine minérale, ouais. mais non C'est pas ça. végétale. Ouais. Alors, est-ce que c'est A plausible? privatif de bio, donc il ne Voilà. vient pas de la biologie. C'est une théorie qui n'a jamais été prouvée. Donc, c'est une spéculation qui, moi, me laisse tout à fait indifférent, parce que sur base de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, on a du pétrole pour tout ce siècle. D'ailleurs, actuellement, c'est officiel,
nous avons 55 années de réserve. On est en 24, donc jusqu'en 79, il y aura du pétrole certainement. Enfin, au rythme, mais le rythme s'accélère aussi. Hein. Non, les 50 dernières années, on a utilisé plus de pétrole que... J'en conviens, vous avez raison. Mais ce chiffre de 55 ans est là depuis très longtemps. Parce que quand j'étais étudiant, c'était 24 ans. Et puis, avec les événements que je vous ai expliqués, le chiffre a gonflé vers 55 ans. Et puis, il est stable aujourd'hui. Il n'évolue pas parce que pour trouver des nouveaux gisements, il faut mettre de l'argent. Et donc, les compagnies pétrolières ne mettent pas d'argent pour que ce chiffre devienne 60 ou 65. Donc, ils ont tout intérêt à dire ça, en fait, à créer une rareté pour mettre un Non, prix. ils n'ont pas intérêt à Non, ils ont intérêt à bien gérer leur argent. Parce que pour que le chiffre de 55 devienne 60 ou 65, ils doivent investir des milliards. À quoi ça sert ? Ils savent que demain, ils vont trouver parce que c'est le même processus. Oui. Donc, ils n'ont pas besoin de créer la rareté. Parce que là aussi, Bon, ça, c'est une grosse différence. Une question. Est-ce qu'aujourd'hui, le prix du pétrole est faussé, oui ou non ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une logique libérale quand on parle de prix ? Ou pas du tout de pétrole, je veux dire. D'une certaine manière, oui. À cause de l'OPEP. Parce que si les pays OPEP et l'OPEP+, donc avec la Russie, si Donc ces l'OPEP, pays... c'est l'Organisation des pays producteurs exportateurs de pétrole. Hein, C'est ça, on rappelle, merci. ouais. Et OPEP+, ce sont ces pays-là, plus la Russie. Ces pays-là contrôlent 70% des réserves du monde, aujourd'hui. Oui, oui. Mais ils ne produisent que 45% du pétrole du monde, qui sont indispensables. Et eux contrôlent le prix en se fixant des bornes. Ils ne produisent pas ce que le marché veut. Parce que le pétrole le moins cher est celui du Moyen-Orient et de Russie. Ils pourraient le vendre à un quart du prix aujourd'hui. À un quart du prix. Oui, ils pourraient le vendre. Donc, ils mais créent ils la le font pas. rareté. Donc, ils créent une rareté. Ils créent une rareté, mais ce n'est pas nouveau. C'est l'OPEP qui fait ça. Ce sont les Donc, pays c'est un arabes. cartel. Hein. C'est un C'est cartel. le cartel hein. qui fait ça depuis 50 ans. C'est d'ailleurs assez risible que le cartel de l'OPEP discute, a un canal de discussion, de dialogue officiel avec la Commission européenne qui est là normalement pour se battre contre les cartels. Non Oui, oui. C'est quand même rigolo, non ? Ça date d'environ 2000, parce qu'avant il n'y avait pas ce dialogue. Le premier commissaire qui a ouvert le dialogue, c'était Madame de Palacio, qui est allée dans les pays arabes. Parce qu'avant, il n'y avait pas de dialogue, et maintenant, en effet, il y a ce dialogue euro-arabe sur les prix du pétrole. Mais bon, ça ne sert pas à grand-chose, parce que ça dépasse l'Europe, évidemment, tout ça. C'est une question mondiale. Rappelez-nous, l'OPEP, à eux seuls, quel est le marché dont ils disposent ? Ils ont 70% des réserves, Okay. grosso modo, hein, Oui. sans la Russie. Donc la Russie n'aurait pas les 30% restants, j'imagine. La Russie, elle a 10% des réserves. La Russie n'est pas le premier producteur mondial ? Ou c'est Non. l'Arabie Saoudite ? Non, maintenant, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis maintenant, avec le pétrole de schiste. Oui. Hein, c'est ça. Avant, c'était l'Arabie Saoudite. Oui. Mais la Russie l'a été à un moment. La Russie a été à un moment, mais maintenant, c'est les États-Unis. D'accord. Mais quand on a dit tout ça, on peut aussi imaginer que l'idée du pétrole d'origine abiotique est peut-être réelle, mais si elle existait et qu'elle était mise en avant et officialisée, ça déstabiliserait complètement le marché mondial et financièrement aussi, parce que finalement, il n'y a plus besoin de faire des réserves vu qu'on en a tout le temps. Donc c'est peut-être aussi, c'est une théorie, vous dites que c'est une théorie, mais peut-être qu'elle est bloquée volontairement. Je ne sais pas, c'est une question. Pour ce qu'il dit, c'est parce que c'est vachement intéressant ce qu'il dit. Merci, c'est gentil. Bah oui, je t'en prie. Est-ce que finalement, il n'y a pas on va dire une espèce de lobbying derrière les puissances, l'OPEP et l'OPEP+, pour ne pas aller faire ces recherches en fait ? Parce que effectivement, s'il y a cette ressource qui est inépuisable, bah alors Les géologues ne croient pas à cette théorie. Ok. Il n'y a personne qui croit à cette théorie. Moi, je ne suis pas géologue, mais mes amis géologues ne croient pas à cette théorie. Et ce ne sont pas des gens vendus au pétrole, ce sont des professeurs d'université. Oui, mais attendez. Moi, je peux vous donner un exemple très simple. C'était en 1820, avec Céline qui écrit sur le docteur Samuel, qui expliquait qu'il fallait se laver les mains, et tout le monde le prenait pour un abruti. Oui, Jusqu'à 40 ans plus tard, effectivement, ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, depuis lors, la science a quand même beaucoup évolué. Hein. Pardon ? La science a quand même beaucoup évolué. Mais c'est pas une question de science, c'est une question de mentalité. À l'époque, il n'y avait pas de science. Maintenant, il y a de la science. Et donc, non, il y avait déjà de la science. Oui.
Je veux dire, les scientifiques aujourd'hui, ils sont tous derrière le GIEC. Et il me semble que vous vous battez contre ces scientifiques du GIEC. Donc, à un moment donné, Est-ce que vous pouvez déjà, entre changement climatique, réchauffement climatique, Dérèglement climatique, Quel qu'il faut dire en le fait terme le plus approprié selon vous? Ben, il a évolué dans le temps. Mais hein. aujourd'hui, quel est le terme qui convient selon vous? L'évolution du climat. Pour moi, c'est ça que je dois Ah, dire. donc on est dans un climat évolutif, c'est ça? Le climat a toujours Et évolué. Oui, est-ce que en Oui. ce moment quand même le climat se réchauffe? Oui, toujours. Oui. Le climat se réchauffe. Donc ça, vous êtes d'accord Mais- avec le fait qu'il y a un réchauffement Mais climatique? il se réchauffe depuis la fin du 19e siècle. Oui. Donc, C'est pas nouveau. donc il Il se est- réchauffe depuis la révolution industrielle en fait. Ouais, à peu près, mais ça n'a rien à voir avec la révolution industrielle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il y a eu des époques où il était aussi chaud que maintenant, même plus chaud que maintenant. Dans le haut Moyen-Âge, il faisait plus chaud que maintenant, et du temps des Romains aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du XIVe siècle, il y a eu un refroidissement. Mhm. Euh, Un petit air glaciaire. Hein, oui, et le refroidissement a duré jusqu'à la fin du 19e siècle. Mhm. La Bérésina de Napoléon, c'était vraiment un changement terrible. Et donc, il y a beaucoup de peintures de la fin du Moyen-Âge où on voit les fleuves complètement gelés. L'iconographie montre clairement qu'il y avait des rivières, la Tamise était gelée parce qu'il faisait froid. Et puis, cette fin, le petit âge glaciaire est terminé et on est reparti à la hausse. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, l'activité humaine n'influence pas le climat. Ce sont des phénomènes, on va dire, géologiques et crois- naturels. C'est en effet ça. Je crois que l'activité humaine ne justifie pas de changer de modèle de société. La peur de l'activité humaine ne justifie pas de changer de modèle de société. Si vous permettez, dans ce domaine, il y a de tout. Hein. Moi, je les connais tous. Il y a des gens qui sont tout à fait convaincus que le fait que vous preniez l'avion va détruire la planète. Hein, un peu de gaz à effet de serre en plus et ça va nous faire bouillir, comme dit le président, le secrétaire général des Nations Unies. Puis il y en a qui disent qu'il y a un impact, mais qui est limité. Hein, par exemple, le professeur Lindzen dit qu'il y a un impact, mais c'est vraiment marginal. Et puis il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas d'impact du tout. Le professeur Gusken de l'Université libre de Bruxelles, qui était mon professeur, lui, avec des théories scientifiques, montre que ça n'a aucun sens de parler de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, il y a tout là-dedans. Et vous dites quoi? Moi, je dis qu'on n'a pas de solution quelle que soit la vérité, quelle que soit cette vérité, on n'a pas de solution. Pas de solution pourquoi? Pour limiter les émissions de CO2. Ah, donc pas pour limiter le réchauffement climatique. Il n'y a pas de limite. C'est pour limiter les émissions de CO2. Oui, et donc, et par conséquent, pas de possibilité de limiter le changement climatique. On n'a pas d'instrument pour limiter les émissions de changement climatique. Mais enfin, il y a des éoliennes quand même. Oui, justement. C'est pour ça que nous, depuis qu'on dit qu'on va limiter, on a augmenté de 64%. C'est ça le dilemme. Il faut revenir sur Terre et admettre que les éoliennes, le solaire, les économies d'énergie, c'est pas ça qui va réduire les émissions de CO2. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, en utilisant ces énergies renouvelables à travers l'éolienne, les panneaux solaires, etc., on a augmenté notre... Dans le monde, oui. Ok. Dans le monde, oui. Alors, c'est simple. Comment allez-vous construire une éolienne? Avec de l'énergie. Avec l'électricité des panneaux solaires? On pourrait essayer, mais je pense que ce serait contre-productif. Avec beaucoup de déplacements de véhicules, avec du bétonnage, avec beaucoup de choses. Comment allez-vous construire des panneaux solaires? Du béton, Avec l'électricité des éoliennes? l'acier. Bien sûr que non. Un panneau solaire, une éolienne, a besoin de molécules. On la construit avec des molécules. Et les molécules, ça vient des mines. Et les mines, elles fonctionnent avec des énergies fossiles. Donc plus vous voulez construire des éoliennes, plus il va falloir ouvrir des mines pour produire l'acier qui sert à construire les mâts, pour produire le sable, la dolomie qui sert à faire le verre, la fibre de verre, et plus de pétrole pour faire le plastique qui va faire les pales. Donc, on est en pleine contradiction, là. La vitre de votre panneau solaire, là, elle est produite avec quoi? Avec de l'électricité? Ben non, elle est produite avec du verre que l'on fond avec des flammes de gaz. Donc, c'est une aberration totale de parler de 100% d'énergie renouvelable. Vous n'y arriverez jamais. On a besoin de molécules.
Et c'est ça que le monde est parti vraiment dans une aberration totale, sans regarder les fondements. Excusez-moi, vous venez de me dire avant que maintenant on était dans un monde scientifique, et que tout ce que vous me dites me semble être scientifique, et que finalement, il continue dans ces positionnements. Parce que c'est l'idéologie. c'est le politique qui a pris le pouvoir. Ah. Sur l'abiotique, le politique n'intervient pas. Ah si, il intervient en ne faisant pas de recherche. Non, il n'y a pas. Ah, il pourrait. Mais il n'y a pas besoin de faire de recherche. Pourquoi devrions-nous faire des recherches sur des supputations alors qu'on a tout le pétrole qu'on veut? Une compagnie pétrolière ne va pas mettre un sou dans l'abiotique puisqu'elle sait très bien que son avenir, c'est de vendre du pétrole qui en a tout plein. Ok. Donc il n'y a personne qui investit là-dedans. C'est de la dépend. science-fiction. Bah pourquoi si demain, moi, vous me dites en tant que... Je suis un investisseur, moi, Mais j'y connais pas il- grand-chose. Attendez, je suis un investisseur, j'y connais pas grand-chose. Et on me dit, bah voilà monsieur, vous avez beaucoup d'argent, on a cette possibilité de développer de l'énergie abiotique, ça va nous coûter, je sais pas moi, une centaine de millions d'euros pour avoir peut-être des résultats. Moi je suis milliardaire, je m'en fous, c'est 100 millions d'euros. Et que finalement, après ces 100 000, on rend compte qu'il y a quelque chose, ben moi j'ai tout intérêt à le faire, parce que derrière j'aurai un marché, je vais récupérer mon investissement, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai compris votre question. Ouais. Ça ne se fait pas parce qu'il n'y a personne qui croit en ça. Ok, d'accord. Bon, Pour l'instant, c'est du bluff. Et donc, il n'y a personne qui va mettre 1 euro là-dedans. Et y a-t-il d'autres sources d'énergie qui pourraient justement, là où on pourrait faire de la recherche et développement, qui seraient justement peut-être concurrentielles au pétrole? L'hydraulique, je sais pas moi. Il faut quand même comprendre qu'il y a 50 ans on s'est mis à chercher des énergies alternatives. Il n'y a rien de nouveau. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Et donc, si en 50 ans, on n'a rien trouvé d'autre, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. non, mais attendez. C'est un peu difficile de faire croire aux gens qu'on n'a pas fait des recherches. Moi, je vous assure, parce que c'était mon domaine d'activité, on a fait des recherches dans tous les domaines. L'hydrogène aussi? Ah oui, l'hydrogène aussi, bien entendu. Ça vous fait rire, l'hydrogène? Ça me fait rire et C'est votre pleurer. gaz hilarant? Ça me fait rire et pleurer. Et pourquoi? L'hydrogène, c'est l'avenir? J'ai fait dans On mon n'arrête pas de l'entendre, là. dans mon doctorat, j'ai travaillé sur ça. Et quand je suis rentré à la Commission européenne, on travaillait sur les combustibles de synthèse. Si vous voulez, on peut en reparler parce que c'est redevenu à la mode, le synthetic fuel. Et donc, on a travaillé sur l'hydrogène. Et donc, j'ai travaillé sur l'hydrogène avec des collègues du Centre commun de recherche de ISPRA en Italie, en Lombardie. Et l'idée elle remonte à 1960. En 1960, là, on a mis en œuvre le traité Euratom, qui est rentré en vigueur en 1958. Et dans le cadre du traité Euratom, on devait faire beaucoup de recherches dans tout ce qui tourne alentour du nucléaire. Et il y avait une notion qui semblait évidente. Nous allons avoir tellement d'énergie nucléaire que c'est idiot de la limiter à l'utilisation de l'électricité. Parce que vous savez que l'électricité ne représente qu'un cinquième de notre consommation d'énergie. En tant qu'humain, en tant qu'industrie, un cinquième de notre utilisation, c'est de l'électricité. Les 4/5, c'est autre chose. Et donc, M. Cesare Marchetti, un fonctionnaire de la Commission européenne, brillant, s'est dit, on doit s'occuper des 4/5 avec le nucléaire. On va voir ce qu'on peut faire avec du nucléaire pour s'occuper autre chose que de l'électricité. Et c'est lui qui a lancé l'idée de l'hydrogène. Donc fabriquer de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, il faut le dire, c'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut le fabriquer en électrolysant de l'eau, c'est ça. Il faut le fabriquer en utilisant de l'énergie, c'est ça qui est important. Ouais. L'hydrogène est produit grâce à l'énergie. Ouais. C'est-à-dire que dans la création de notre univers, avec le Big Bang, il y avait beaucoup d'hydrogène, et cet hydrogène s'est progressivement stabilisé, c'est le moins important, c'est stabilisé en eau et en hydrocarbures. En eau, H2O, hydrocarbures, les pétroles, le gaz, etc., dont on vient de parler. Ce sont les deux sources d'hydrogène. Ce sont des molécules stables. Pour libérer l'hydrogène, il faut faire l'inverse. Il faut détruire cette molécule. Donc il faut craquer. Il faut craquer ces molécules. Il faut craquer les molécules d'eau. Donc on peut les craquer avec l'électricité. C'est ça. Une anode, une cathode, C'est et ça. puis il y a de l'oxygène qui sort d'un côté et de l'hydrogène de l'autre. Ou alors en reformant du gaz naturel. C'est ça. Le gaz naturel, donc du méthane, CH4. C'est ça.
Et donc, on craque cette molécule. Mais vous c'est êtes ça un chimiste, là, hein, c'est Ouais. bien. Non, mais c'est vous le chimiste. Hein. Ah non, vous êtes, Non, mais- Ingénieur chimiste. chimiste. D'accord. Ingénieur chimiste. Avant de venir, Hugues a potassé son petit livre, Le Parfait Chimiste. Alchimiste même. Non, mais ça, c'est fondamental. Ce que vous dites là, Hugues, est fondamental. Il faut soit rompre la molécule d'eau, H2 et oxygène, soit rompre la molécule, pour prendre le plus simple, le méthane, rompre la molécule et produire du CO2, malheureusement, ou de l'hydrogène. Mais, en chimie, on apprend que ces réactions ont des énergies de réaction, ça s'appelle. Ces énergies, il n'y a rien à faire. Si vous voulez casser de l'eau, il faut mettre de l'énergie. C'est comme si vous voulez casser une noix, il faut un marteau, et voilà. Pour casser la molécule d'eau, il faut de l'énergie. Il se trouve que quand vous regardez les équations chimiques, pour rompre la molécule d'eau, il vous faut 7 fois plus d'énergie que pour rompre la molécule de méthane, pour la même quantité d'hydrogène. Et donc c'est pour ça que dans le monde entier, malgré que notre professeur de chimie nous a produit de l'hydrogène dans la classe, vous voyez que c'est banal, on peut le faire, hein, dans une classe on peut le faire. Avec une pile. Hein. Avec une pile, on fait ça dans la classe. Et tous les étudiants ont vu ça. Malgré que les étudiants ont vu ça, dans le monde, on casse la molécule de méthane. 130 millions de tonnes d'hydrogène sont produits chaque année, comme ça, Avec du gaz naturel. avec du gaz naturel. Donc avec un combustible fossile. avec un combustible. Et ça produit du CO2. Et ça produit du CO2. D'accord. Voilà. Donc l'hydrogène, pour l'instant, c'est... Produit du CO2. et quand vous dites 130 millions, c'est quoi comme proportion? C'est 90, 95% de l'hydrogène produit? C'est ça, 85%. Il y a un peu de charbon aussi dans les pays où il y a encore beaucoup de charbon. Allez. On craque du charbon. Donc pour il n'y a pas produire- d'hydrogène vert. Non, non, c'est de l'hydrogène noir. Mais on pourrait pas, par exemple, brancher une anode, une cathode à une éolienne là qui produit quand. Mais c'est ce que les Allemands ont cru faire. Ouais. Euh, Je croyais que c'était les Norvégiens. non, ce sont les Allemands. D'ailleurs, ils ont commencé, c'est les nazis qui ont commencé. Toujours eux. Le poids Godwin est atteint. Ça devient chaud, là. Si on est dans l'énergie naturelle, l'énergie Mais- fossile avec les nazis. Mais les nazis ont copié ce que John Haldane avait dit en février 1923, donc il y a 101 ans. Un professeur de Cambridge avait dit le charbon n'a pas d'avenir au Royaume-Uni, il va s'épuiser, il n'y aura plus de charbon bientôt. C'est toujours la même histoire, vous voyez. Oui, Hein, c'est pas. il n'y c'est aura pas plus de nouveau. charbon. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire de l'hydrogène. C'est une fois que l'hydrogène, on peut le brûler, donc c'est de l'hydrogène, avec des éoliennes. Les Allemands ont repris l'idée, puis ils se sont aperçus que c'était ridicule, qu'il n'y avait pas moyen. Techniquement, c'est trop cher. Et puis, c'est les Allemands maintenant qui ont repris cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis tellement d'éoliennes, les Allemands, chez eux, que quand il y a beaucoup de vent et qu'il n'y a pas de demande, ça arrive qu'il n'y a pas de demande la nuit ou bien les jours Tout à fait, fériés. oui. Et donc, les Allemands sont obligés de vendre leur électricité à prix négatif. C'est-à-dire qu'ils payent des gens pour utiliser leur électricité. Et évidemment, ça se retrouve dans la facture des gens. Hmm. Il n'y a pas de miracle. On ne peut pas la stocker. Non, on ne sait pas la stocker, l'électricité. Sauf, c'est ça que les Allemands se sont dit, on va la stocker sous forme d'hydrogène. Oui. Et donc, quand il n'y a personne qui veut notre électricité verte, on va faire de l'électrolyse de l'eau. Et cette électrolyse de l'eau, ensuite, on va récupérer l'hydrogène pour le brûler quand il n'y aura pas de, Bon alors, pas de vent. ça marche pas? Non, ça ne marche pas parce que il faudrait... Dans mon livre, j'explique ça avec quelques calculs très simples à la portée de tout le monde. Il s'appelle comment votre livre? C'est le dernier dont vous parlez, là. L'utopie hydrogène. Ah d'accord. C'est l'utopie hydrogène. Oui. Il existe en anglais aussi. Oui. The Hydrogen Illusion. Nous mettrons en lien la Ouais. liste des livres de Et- monsieur. C'est ce que vous expliquez. Alors, pour résumer, pour faire ce fameux truc allemand, dire on va mettre des éoliennes et quand il n'y a pas de demande, on va faire de l'hydrogène et quand il y a de la demande, l'hydrogène, on va le transformer en électricité. Pour faire ça, au lieu d'une éolienne, il faudrait en mettre 14. Mhm. Il faudrait 14 éoliennes pour avoir suffisamment d'électricité tout le temps. D'accord. Parce que ces 14 éoliennes, elles doivent produire tellement d'hydrogène quand il y a du vent, pour stocker beaucoup d'hydrogène qui, quand il n'y a pas de vent, il faudra le remettre sous forme d'électricité.
Et comme le vent ne souffle en moyenne en Europe, ou produit, allez, parlons simplement, les éoliennes ont un taux de charge, sinon on va me reprocher de simplifier. Les éoliennes ont un taux de charge de 23%. Ça veut dire elles produisent 23% du temps. Pas 23% du temps, mais par rapport à, si vous achetez... Par rapport à leur puissance. Par rapport à ce qu'elles devraient faire pendant l'année. Hein, elles peuvent tourner, mais elles ne produisent pas beaucoup. Si elles tournent lentement, elles ne produisent pas beaucoup. Ces éoliennes. Hein, et donc, si vous comptez, vous achetez une machine pour faire 100, à la fin de l'année, vous aurez fait 23. Et ça, c'est le vent qui le décide. Il faut en acheter plusieurs. C'est pas le député européen. Si je vends des éoliennes, c'est intéressant pour moi. Le député européen n'y peut rien. Pour le solaire, c'est pire, hein, c'est 11%. Ah. Vous voyez les beaux panneaux solaires là partout, ben, c'est 11%. Mais attendez, vous dites, oui, le facteur de charge, donc ça veut dire quand même qu'on peut essayer de la stocker, cette énergie, donc sous forme d'hydrogène ou autre. Mais c'est ça justement. L'idée, c'est de dire, pendant les 23% du temps, on a de l'électricité, merci, hop, on vend l'électricité. Mais quand il n'y a plus de vent, donc pendant 77% du temps, il faut un remplacement. Donc vous devez produire pendant 23% du temps suffisamment d'hydrogène pour que les 77% du temps, vous produisez de l'électricité. Oui. Sauf que transformer de l'hydrogène en l'électricité dans une pile à combustible, ça a une efficacité de 28%. De 50%, pardon. 50%. Donc, vous avez de l'hydrogène, vous voulez faire de l'électricité, ben, il y a 50% qui est parti. Si vous combinez les 23% de facteurs de charge et les 50% de rendement, vous arrivez à ce que je vous dis, il vous faut 14 éoliennes au lieu d'une. Ils sont chiants, ces ingénieurs. Mais donc, si on schématise, on résume tout ce qu'on vient de dire, en réalité, les énergies renouvelables, du moins celles qui sont autorisées, elles coûtent de l'argent, on perd du temps, elles ne nous servent à rien à la fin. C'est tout à fait ça. Ben voilà, c'est parfait. Ben on n'est pas venu pour rien aujourd'hui. Hein. C'est tout à fait ça. C'est triste de ne pas admettre l'échec des énergies renouvelables. Je crois qu'on devait essayer. C'est normal. On voulait éviter de trop dépendre du pétrole, donc il fallait trouver des alternatives. Il fallait essayer. Mais non, c'est vraiment idiot de continuer. Bon, si jamais, c'est idiot de continuer. Ce qui est bien, c'est qu'il nous reste, si jamais, l'énergie libre, parce que je sais que vous êtes vraiment un chantre de l'énergie libre, et que ça vous parle beaucoup. Ouais, c'est comme le abiotique. Voilà. Non, mais je dis ça parce que je vous taquine, je vous ai vu dans une conférence où vous avez dit radicalement en une phrase que l'énergie libre n'existe pas. Voilà, vous êtes passé à autre chose directement. Oui. Sinon, il perd son job. Donc, dites, avec toutes ces jolies paroles, vous n'êtes pas un peu mis sur la touche, sur la sellette ou autre? Il n'y a pas une sorte de censure? Vous avez eu des problèmes à l'ULB? J'ai eu des problèmes à l'ULB et depuis que je suis retraité de la Commission européenne, je suis persona non grata dans les télévisions belges. Avant, j'étais régulièrement invité. Je suis persona non grata dans les journaux belges. Et à l'ULB, j'ai été chassé comme un malpropre, alors que je donnais cours gratuitement. Il fallait demander de l'argent alors. Je donnais cours gratuitement. J'ai donné cours pendant 18 ans, en étant payé. Et puis, quand je devais aller à la retraite, ils m'ont demandé si je voulais bien continuer. Parce qu'ils ne trouvaient personne pour me remplacer. J'ai dit que je voudrais quand même profiter un peu de la vie et faire autre chose. Donc, je veux bien le faire, mais 1 an. Oui, mais on ne veut pas vous payer. J'ai dit, pas de problème, moi, je ne fais pas ça pour de l'argent. Et puis, à la 2e année, ils m'ont dit, on n'a toujours trouvé personne, est-ce que vous pouvez continuer? J'ai dit, d'accord, toujours gratuitement. Et la 3e année, la même chose. Et donc, j'ai reçu au mois de juin une lettre du conseil d'administration disant, voilà, vous êtes nommé professeur... vous nous coûtez trop cher. De l'université, hein, voilà. Encore, vous êtes toujours professeur de l'université. Et puis en septembre, je passe sur RTL et j'ai eu le malheur de dire à l'émission d'RTL le dimanche matin que la page 773 du rapport du GIEC de 2001 dit que il est impossible de prévoir le climat à long terme. Donc le groupement intergouvernemental des experts du climat. C'est ça. Donc c'est-à-dire une organisation gouvernementale qui dépend des Nations Unies. C'est ça. C'est ça, et qui regroupe tous les scientifiques
qui font un rapport tous les ans, un rapport annuel, je pense. Non, c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans, et ils font Ou 5 ans même. un rapport sur le climat. Oui. Donc c'est toute la science. Oui. C'est toute la science? Non, c'est pas toute la science. Faut pas croire que tout le monde est climatologue là-dedans. Il y a des climatologues, il y a des énergéticiens comme moi, il y a des Vous avez écrit pour le rapport du GIEC? Non, j'ai Non. pas écrit. J'étais fonctionnaire et donc je me suis occupé du rapport du GIEC. Qui c'est qui peut écrire dedans? Il a été coupé au montage. Qui c'est qui peut écrire Alors, dedans? c'est important à comprendre ce qui se passe. Il y a la littérature scientifique. Des chercheurs font de la recherche et ils publient des articles. Et puis, le GIEC est chargé de collationner ces articles et d'en faire une synthèse. Et donc, il y a des milliers de scientifiques qui travaillent pour essayer de réduire ces dizaines de milliers d'articles, les réduire en un rapport qui est le rapport du GIEC. Et ce rapport du GIEC, il fait quelques milliers de pages. Vous l'avez lu? Personne ne le lit. C'est pas possible de lire les milliers de pages, mais j'ai lu des centaines de pages qui sont de la science. Oui, mais c'est toujours ce qui est bizarre, c'est que voilà, vous avez des études et quand vous lisez les rapports, ça n'a rien à voir avec les résultats. Justement, j'y viens. C'est de la science. Dans les milliers de pages, c'est de la science. La preuve, c'est qu'il y a des calculs d'erreurs. Quand on fait de la science, on fait toujours des calculs d'erreurs pour voir, voilà. Oui, je dis ça, mais c'est les- à peu près ça. C'est les bâtons dans les graphiques. C'est ça, C'est c'est les les bâtons bâtons. avec Voilà. qui sont limités en haut et en bas. Et il y a aussi beaucoup d'hypothèses. C'est plausible, c'est peu plausible, on peut y croire. Il y a des expressions qui montrent C'est de que la la théorie, science n'est pas terminée. On est en train de travailler dans ce domaine. On fait des Et donc, il y a hypothèses. beaucoup d'hypothèses dans ce rapport. Ce rapport est envoyé aux fonctionnaires des États membres, y compris, des États membres du GIEC. Et ces fonctionnaires se retrouvent, et moi j'ai fait partie de ceux-là pour la Commission européenne, se retrouvent et réduisent ces milliers de pages en une centaine de pages. Et tout ce qui est hypothèse, marge d'erreur, subtilité, on ne peut pas la transformer dans 100 pages. Ce n'est pas possible. On peut pas. Si c'est complexe, on ne peut pas réduire la complexité. Et donc on fait un rapport qui devient politique. C'est une caricature, c'est ça? Oui, c'est une caricature, bien sûr. Et non seulement ça, évidemment, un ministre ne va pas lire 100 pages de documents scientifiques. Donc on fait un résumé pour les décideurs de 2 pages et demie. The Executive Summary. Executive Summary. Et puis, le journal Le Soir Lis fait le résumé en un titre. Et donc, forcément, la population croit dur comme fer que tous les scientifiques pensent qu'on va bouillir. Mais c'est hélas la triste réalité. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est Et pas la donc- question de savoir si on va bouillir ou pas, si? C'est de savoir si c'est une conséquence de l'activité humaine. C'est Voilà. ça la question, non? C'est ça la question. Justement, est-ce que la température augmente? On l'avait dit tout à l'heure. Ben oui, elle augmente depuis 80 ans, une centaine d'années, la température augmente. Elle n'a pas encore atteint la température de 1300. En 1300, il faisait plus chaud que maintenant. Mais est-ce que c'est dû au changement climatique qui a toujours existé sur notre planète, ou bien c'est dû au fait qu'on n'a pas rien que des éoliennes? Voilà, c'est ça la question. Et la réponse du monde en dehors de l'Union européenne, c'est qu'on ne se casse pas la tête, on continue à vivre. C'est ça la réalité. Parce que si on a augmenté les émissions de 64%, c'est parce que personne ne panique. Évidemment, personne ne panique. Il n'y a personne qui dit qu'on va crouler demain. Non, mais Sauf Enfin, si monsieur... Non, mais- Enfin, dans une société capitalistique, une société capitaliste, on va jamais vous dire, il faut être sage, il faut être raisonnable, il faut pas polluer. Mais Regardez les parmi- conséquences du capitalisme quand même. Parmi les 195 pays qui ont signé l'accord de Paris, il y en a combien qui sont capitalistes?
Le monde est capitaliste. Non, le monde Il n'est fonctionne pas avec ça. capitaliste. Il fonctionne avec. Le monde est Même la socialiste. Chine, fonctionne avec le capitalisme. Le monde est totalitariste, mais pas to- capitaliste. Ouais. Le monde est totalitariste et socialisant. L'Europe est capitaliste, vous trouvez? Non, pas du tout. L'Union européenne n'est pas capitaliste. Hein. On n'arrête pas d'intervenir sur tout. Oui, Tout est contrôlé c'est par pas un l'État. marché libre. Donc vous êtes capitalo-sceptique aussi. Ça va faire beaucoup. Hein. Mais moi, je veux revenir parce qu'on n'en a pas parlé, c'est de l'énergie nucléaire. On peut savoir ce que vous en pensez, parce qu'on nous dit que c'est pas bien non plus. C'est un Oui. gros débat, ça, quand Ouais, même. mais très rapidement. Si on peut Allez, en Est-ce qu'il- deux phrases, allez, c'est parti. Non, mais voilà, quel est l'avis de M. Furfari sur l'énergie nucléaire? Est-ce qu'on doit Tout à l'heure, Hugues, vous avez posé une question, il n'y a pas de transition énergétique. J'ai répondu que non, aujourd'hui, il n'y a pas de transition énergétique, mais il y a eu 2 transitions énergétiques dans ces 150 dernières années. Après la révolution industrielle, ou plutôt la révolution énergétique. Il y a eu révolution industrielle parce qu'il y a eu révolution énergétique. Tout à fait. La vapeur, c'est ça le pétrole. Non, le charbon. Le charbon. La vapeur. Le charbon qui a fait la vapeur. La D'accord. vapeur qui a permis la révolution industrielle. Il y a eu la révolution du nucléaire dans les années 70. entre 45 et 50. Et puis la révolution du gaz de schiste. C'est aussi important que la révolution du nucléaire, le gaz de schiste. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi important. Et en 1955, les fondateurs de l'Union européenne se sont retrouvés à Messine, en Sicile, pour dire qu'est-ce qu'on fait après le traité CECA, qui s'occupait du charbon et de l'acier. On doit faire quelque chose. Et ils ont eu l'idée de créer le marché commun pour la politique agricole. Mais ils se sont dit aussi, c'est la phrase du texte de la résolution de Messine, il n'y aura pas d'avenir pour la communauté, ça s'appelait communauté à l'époque, il n'y aura pas d'avenir pour la communauté sans énergie abondante et bon marché. Donc on doit avoir de l'énergie abondante et bon marché. Et ça, c'est le développement de l'énergie nucléaire qui a fait l'objet d'un traité signé en 1957 à Rome, et qui est le traité Euratom, dont l'article 1 dit que pour le bien-être des populations européennes, je cite, pour le bien-être des populations européennes, nous devons développer l'énergie nucléaire. Rien à voir avec le climat. Oui. Rien à voir avec Tchernobyl. Tous les promoteurs du nucléaire aujourd'hui, sauf moi, vous utilisent toujours l'argument du changement climatique. Oui. En 1957, il n'y avait pas de changement climatique et on a dit on a besoin du nucléaire. Et je répète, on a besoin du nucléaire, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de changement climatique anthropique. Et on a développé à fond le nucléaire en Europe. Puis il y a eu un accident dû au soviétisme, non pas au nucléaire. Et puis il y a eu un accident dû à un tsunami et une erreur de conception de la centrale Fukushima. à Fukushima en mettant une pompe au niveau du sol qui risquait d'être inondée alors que partout on met les pompes à hauteur. Il n'y a pas eu de mort à cause de la centrale, il y a eu des milliers de morts à cause du tsunami. Et Three Mile Island. Three Mile Island, c'est une fuite d'eau radioactive mais qui n'a causé aucun dégât. Comme à Tokaimura. Comme- Vous savez, au Japon, là, il y a eu un précédent quand même au Japon. Il y avait une fuite ou quelque Oui, chose. mais il peut y avoir, votre voiture, il n'y a jamais eu une fuite d'une durite. Je suis cycliste. Non, mais- Il non, peut y avoir une fuite. non, Mais les conséquences- ça n'a rien à voir avec une explosion nucléaire. Oui, oui, les C'est une conséquences- fuite d'eau. Oui, d'accord, les conséquences d'une fuite dans une centrale nucléaire sont quand même. Mais à part Three Mile Island, il n'y a rien eu. Et même à Fukushima. De toute façon, nos centrales nucléaires en Europe n'ont rien à voir avec tout ça. Ce sont des centrales d'un autre concept qui n'ont aucun problème. Et de toute façon, aujourd'hui, les Chinois, les Coréens, les Russes, les Américains, les Canadiens travaillent à fond sur le développement de nouvelles centrales nucléaires. Mais surtout que Et était nous, bons. on arrête. Mais nous, on était bons dedans. Ah oui, c'est bon, bien sûr, mais Non, c'est je veux monté dire, par on était l'Europe. bons. Non, je veux dire, on était bons dans la. On était bon. Oui, On était était bons bon, mais ingénieurs. on a tout arrêté à cause des écolos et de François Hollande. Bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Moi, quand vous dites de l'énergie pour le développement, de l'énergie bon marché, abondante et bon marché, ça me fait tout de suite penser à l'Allemagne avec le gaz russe. Est-ce que on a réussi à se passer du gaz russe depuis
l'invasion de l'Ukraine. Si, on a réussi parce qu'en fait, c'est du gaz russe, mais il a un autre nom maintenant. Il est vendu plus cher et ça passe par d'autres gens. Justement, j'aimerais bien savoir. Mais c'est toujours Alors, du gaz russe, mais il s'appelle J'aimerais plus bien comme ça savoir. Il y a une maintenant. erreur d'étiquetage ou quoi? Alors, on savait très bien, depuis le livre vert de la Commission européenne d'octobre 2000, que nous avons intérêt à gérer notre dépendance énergétique. Et pour gérer notre dépendance énergétique, à l'époque, je m'occupais du dossier, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux le répéter comme un perroquet, nous devons diversifier les sources d'énergie, c'est-à-dire ne pas mettre tous les œufs dans un même panier. Donc, pas tout renouvelable, ça ne serait pas possible. Deuxièmement, il faut diversifier les pays d'approvisionnement, pas tout OPEC et pas tout Russie. Et troisièmement, diversifier les routes d'approvisionnement. Par exemple, pas tout par l'Ukraine. Les Allemands ont fait exactement le contraire. Tout renouvelable et gaz russe, plus de nucléaire. Oh, ils ont du charbon quand même. Hein. Ah oui, non, mais leur politique, c'est on arrête le nucléaire Oui. et on va faire du renouvelable et du gaz russe. Oui. Gaz russe uniquement, Oui. un peu de Norvège, mais pas beaucoup. Oui. Et pas de diversification sur les moyens d'approvisionnement. Si, il y avait Nord Stream 2. Oui, mais il n'y avait pas la soupape de sécurité des terminaux gaziers. L'Allemagne, Madame Merkel, a voulu installer des terminaux gaziers. Mais les Grunes n'ont pas voulu. Les Grunes ont refusé fortement tout terminal gazier. Tous les pays européens maritimes ont des terminaux gaziers, sauf l'Allemagne. Et donc l'Allemagne était main et pieds liés à la Russie. C'est ça le problème. Alors attendez, oui, attends, il faut rewind. Un terminal gazier, ça sert à faire venir du gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire du gaz naturel qui va partir d'un terminal de gazéification d'un pays exportateurs comme la Russie, comme Oman par exemple, qui sont ou comme la Norvège. Ou comme les États-Unis. Voilà, ou comme les États-Unis, qui vont le faire transiter par méthanier, donc des bateaux avec d'énormes bulles, hein, c'est ça, qui contiennent du gaz liquide, et qui va arriver, donc un peu comme le pétrole, qui va arriver là où on l'achète, dans un port, et donc un terminal méthanier qui va le regazéifier et l'injecter dans le réseau gazier du pays importateur. C'est bien ça. C'est bien ça. Par exemple, la Belgique a commencé dans les années 70 à importer du gaz d'Algérie par bateau. Et puis, vers 2008, ils ont commencé à l'importer du Qatar. Et donc, la Belgique est alimentée un peu par la Norvège, mais surtout par le Qatar. Le Qatar qui a les plus grosses... Non, c'est Oman hein, qui a les plus grosses réserves du monde. Le plus gros, c'est Qatar. C'est le Qatar, d'accord. C'est peut-être ça le vrai grand remplacement, en fait. Ouais. Et donc l'Allemagne a refusé de faire ça. Donc l'Allemagne s'est mis pieds et poings liés parce qu'ils n'ont que par des gazoducs. Gazoducs. C'est ça, gazoducs, donc directement un tuyau Voilà. de Russie Et donc, jusqu'en Allemagne. Voilà. L'Allemagne a faux sur toute la ligne en ne diversifiant pas ses sources d'énergie, en ne diversifiant pas ce pays d'importation et en ne diversifiant pas les routes d'approvisionnement, les moyens d'approvisionnement. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils sont... Ça s'appelle du sabotage. Je suis désolé, les Allemands. Oui, sont quand même pas ils se sont sabotés. Ouais, Non, je veux mais dire, alors, ça ressemble aussi à ce que je disais au début sur un ton plus humoristique, à savoir qu'en réalité, le gaz arrive toujours de là-bas, mais qu'il est vendu à d'autres qui leur vendent plus cher l'Allemagne sous un autre nom, entre guillemets, quoi. Oui. C'est une arnaque totale. Et le pétrole aussi. Oui, tout à fait. Ma question, c'était, est-ce qu'on s'est passé du gaz russe ? Est-ce qu'on s'est passé? Est-ce qu'on se passe du gaz russe? Actuellement, non. Parce que le gaz russe représentait combien, là, avant la guerre en Ukraine? 45%. Hein. 45% Oui. des importations de gaz Oui. dans l'Union européenne Était russe. étaient russes. Oui. Aujourd'hui, c'est combien? Bah, c'est peut-être 5-10%. 5-10%, donc Ouais. on a réussi à s'en Oui, passer quand même. Bien entendu. Grâce aux terminaux gaziers qu'on a mis un peu partout. oui, mais il nous coûte plus cher maintenant. Il coûte un peu plus cher. Mais il vient d'où il y ce a pas gaz? Il n'y a pas de prix pour la liberté. Hein. Mais il vient d'où ce gaz? Surtout des États-Unis. La liberté de... Là, on parle. Là, La ça, liberté de qui, en fait, de quoi? Donc il vient surtout des États-Unis. Donc c'est pas du gaz La qui est liberté du réétiqueté, marché. c'est pas La du gaz liberté qui du est, marché. c'est pas du gaz naturel liquéfié qui est parti de Russie et qui a transité Non, vers non, d'autres pays. c'est surtout... Donc, les Russes ne vendent plus de gaz liquéfié en Europe, du moins officiellement. ouais, j'avais compris qu'il venait d'Inde. Ils le vendent en Asie. Oui, Ils en le vendent Inde, et l'Inde nous le revend. Mais puis dans tous ces métiers,
Vous ne savez pas d'où ça vient exactement. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Mais- La molécule de méthane, elle est la même dans le monde entier. Le gaz n'a pas d'odeur, ça, vous le ferez croire à ouais, d'autres. Hein. Bah, Ouais. Mais donc, y a il vient une des cause. États-Unis. Essentiellement. Donc, c'est les États-Unis qui profitent de la guerre, en fait. Bien sûr. Ah, donc là, on arrive à quelque chose. Donc, en fait, c'est pas un lobbying, on va dire, des États-Unis qui mettent l'Europe sans dessus dessous Ben, pour en tirer profit. à votre avis, qui a fait sauter le gazoduc de Nord Stream? C'était Ah, un pêcheur ça qui ne passait nous par regarde là avec pas. son harpon. C'est évident que c'est les États-Unis. Non, Ah c'est bon les méchants Ben, russes. On n'a pas de preuves, attention à ce qu'on dit. Hein, moi, Attention, on n'a je pas de m'inscris preuves. en faux. hein. Alors, qui a la capacité de le faire et qui a l'intérêt de le faire? Il n'y en a pas 36, hein, c'est les États-Unis. Non, mais ça, c'est complotiste. Il faut, ben non, Moi, c'est je plaisante. c'est évident. Il faut avoir les capacités technologiques de faire ça, parce que c'est une prouesse technologique, et il faut avoir un intérêt économique à le faire. Ben, vous tournez partout comme vous voulez, c'est évident que c'est les À États-Unis. qui profite le crime? Ben, c'est Non, les mais là, États-Unis. alors, on va revenir à l'Union européenne. Vous y avez travaillé pendant 36 ans, si je ne m'abuse. Mais en fait, l'Union européenne, c'est pas un peu c'est pas un satellite des États-Unis pour saboter en fait l'Europe en soi. Et aujourd'hui, on va voir, on a eu Trump qui a été élu. Je pense que là, on va tomber dans un âge assez sombre pour l'Europe. C'est triste à dire. Mais Oui, c'est la question, justement, le retour de Trump en janvier prochain. Qu'est-ce que ça peut signifier concrètement pour nous, d'un point de vue énergie en Europe? Ce qui va être évident, c'est que nous allons être totalement isolés du reste du monde. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, le monde fonctionne avec des énergies fossiles et le monde entier court après les énergies fossiles. Il faudrait faire une émission aussi longue que celle-ci pour vous expliquer tellement il y a des projets dans le monde de production de pétrole et de gaz partout, partout, partout. Maintenant que les États-Unis n'ont plus honte de dire qu'ils croient au pétrole et au gaz, parce que jusqu'à présent, ils croyaient, bien entendu. Il ne faut pas croire que Biden était contre le pétrole. Ah non, bien sûr. Hein, mais ils donnaient l'impression qu'ils étaient contre en disant climat, etc. Oui. Mais ils ont toujours continué. Maintenant, Trump, lui, se vante. Il assume. Il assume, il dit on va inonder le monde avec notre énergie fossile. Et donc l'Europe, la pauvre Europe, va continuer à dire énergie renouvelable, jusque quand Madame von der Leyen va partir. Parce que, bon, elle peut pas se dédire. Et donc, il faut attendre qu'elle s'en aille. Dans 5 ans, on sera un peu plus sérieux. Samuel, vous avez écrit dans un de vos nombreux ouvrages sur la géopolitique de l'énergie. Peut-être qu'il y a eu un événement juridique, la réforme du droit maritime, et qui a eu une incidence extraordinaire sur la géopolitique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Merci pour cette question qui est fondamentale. Je donne cette leçon pour l'instant à mes étudiants de SCP. Il faut faire court, là. Ils font des yeux énormes. Lorsqu'on a dit tout à l'heure qu'on s'est retrouvé sans énergie bon marché avec les chocs pétroliers et qu'on devait trouver des alternatives, Oui. on s'est dit, les géologues ont dit, mais on a une solution. Le long des océans, il y a des roches sédimentaires. Le long des côtes? Les côtes des océans. Les côtes. Le long des côtes, dans les océans, les mers, il y a des roches sédimentaires. Et le pétrole biotique, il se trouve dans des roches sédimentaires. Donc il faut aller dans les roches sédimentaires. Il faut les forêts, quoi. Oui, mais en Explorer. mer. Oui, en mer, oui, bien sûr. À combien? C'est ça Alors, la question. là, on ne pouvait pas le faire à l'époque. Il n'y avait pas de droit. Ok. Il n'y avait pas de droit pour faire cette exploitation. Et donc, les Nations Unies... Pourquoi? Parce que c'était dans les eaux internationales. C'était dans les eaux internationales. Et ça, on peut pas. On ne peut pas. Ah, d'accord. Et donc, ils se sont mis d'accord à la convention de Montego Bay pour dire, à partir de maintenant, on peut exploiter une zone jusque 200 000 marins, c'est-à-dire 360 km, vous pouvez exploiter. Avant, c'était combien? Avant, c'était 12 km. Ah, 12 km, c'est passé à 300. Oui. Ah oui, d'accord. Et en quelle année? 82, mais il a fallu... Alors, quand en face de vous, il y a l'océan, c'est pas difficile. Vous tracez votre ligne et vous avez un nouvel état. On tire son plan, comme on dit en Belgique. Mais quand il y a, de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre, ben, la ligne, elle doit être tracée quelque part. Ah, Et comme en donc, Méditerranée, par exemple. Comme ça en doit être au milieu. Méditerranée.
Et donc, il a fallu négocier entre les États voisins où passent ces frontières maritimes. Oui. Et donc, toutes ces frontières maritimes sont maintenant à peu près définies. Même dans la mer Noire? Même dans la mer Noire, sauf en fonction de qui va obtenir la Crimée. Parce que si la Crimée reste russe, l'Ukraine n'a presque plus rien dans la mer Noire. Hein, c'est peut-être la chose la plus importante que personne ne mentionne, hein, Oui, bien sûr. dans la guerre du Donbass. Hein, parce que Bon, c'est pas une guerre pour la démocratie, je comprends pas. la mer d'Azov va rester complètement russe, alors qu'avant elle était à moitié ukrainienne, et la mer Noire va, si la Crimée devient russe, il ne reste plus rien pour l'Ukraine, évidemment. Donc ça a changé les frontières. Et la théorie du pic de pétrole, dont je suis surpris que vous n'avez pas mentionné le nom, la théorie du pic du pétrole se base sur 5 hypothèses. Et la première hypothèse, c'est on connaît la géographie du monde. Il n'y a pas de nouveaux pays. Ben oui, il y a des nouvelles frontières. Et ces nouvelles frontières ont fait en sorte qu'il y a aujourd'hui des pays qui n'étaient pas producteurs avant, ils deviennent des producteurs. Comme Israël, par exemple. Il y a du gaz en face d'Israël, dans la zone côtière d'Israël? Il y a du gaz dans la zone, ça s'appelle la zone économique exclusive. La ZEE. ZEE, qui permet à un État d'exploiter. Et donc Israël exploite le gaz. C'était les premiers C'est les premiers en Méditerranée. À exploiter ou à avoir exploré? Avoir exploré et avoir produit. Et les deuxièmes, c'est l'Égypte. Et où va ce gaz? Alors, le gaz va d'abord en Israël. Oui. Israël qui ferme ses centrales au charbon. Avant, Israël utilisait le charbon pour des raisons géopolitiques, pour ne pas dépendre de qui que ce soit pour avoir de l'électricité. C'était 2 grandes centrales au charbon et des cheminées. Hébron, il n'y a pas une centrale à Hébron, non? C'était à Césarée et à Ascalon. Ah oui, Ascalon. Une plus au nord de Jérusalem et une plus au sud de Tel Aviv. Et ces centrales sont en train d'être abandonnées parce que tout fonctionne au gaz. Et ils ont tellement de gaz qu'ils dessalent de l'eau de mer pour faire remonter le niveau de la mer de Galilée et ils vendent de l'eau propre à la Jordanie. Donc il y a beaucoup de gaz en Israël, ils ne savent pas quoi faire et ils doivent l'exporter. Et pour l'exporter actuellement... Il n'y a pas de gazoduc? Ils l'envoient en Égypte. Il y a un gazoduc. Il y avait un gazoduc du temps de Camp David, pour la paix entre l'Égypte et l'Israël. L'Égypte devait vendre du pétrole et puis ça a été du gaz. L'Égypte exportait du gaz en Israël. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est Israël qui envoie du gaz en Égypte parce qu'il y a des terminaux gaziers en Égypte qui exportent du gaz, comme on le disait tout à l'heure. D'accord. Donc, et en face de Gaza, est-ce qu'il y a du... Oui, il y a Gaza a une zone économique exclusive qui est bien reconnue, bien délimitée, et ils peuvent l'exploiter, mais qui va les mettre en euros à Gaza déjà avant, hein, rien à voir avec le 7 octobre. Il n'y a personne qui était intéressé. C'était autorisé, hein, Gaza pouvait produire du gaz. C'était même la stratégie de l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, du secrétaire d'État, Kerry, parce qu'il avait proposé de dire, dans cette tentative de faire la paix, hein, c'est toujours la même chose, hein, il dit, si vous exploitez le gaz de Gaza, on vous aide à construire une centrale électrique à Gaza pour avoir votre propre électricité plutôt que ce soit Israël qui le donne. Mais ça ne s'est pas fait. Mais ce n'est pas grand-chose comme gaz. Ça représente 3% de tout le gaz que possède Israël. Mais, pour l'instant, on pourrait forer plus et trouver plus. Si vous voulez, on va retourner un peu plus dans nos contrées. Et si vous nous dites que, justement, il y avait possibilité de forer en mer, est-ce qu'il n'y aurait pas du pétrole sur toute la partie côtière de la France et même, pourquoi pas, de la mer du Nord? Est-ce que là, on pourrait pas il paraîtrait, j'ai entendu ça d'un scientifique ou autre, qu'on pourrait trouver du pétrole sur nos côtes? Oui, le pétrole, il pourrait y en avoir presque partout. Oui. Pas partout, mais presque partout. Mais pour le savoir, il faut forer. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des politiques qui nous empêchent de le faire? Et c'est justement ça le problème, c'est qu'il est interdit de forer en Europe. Et pourquoi? Parce que le Parlement européen et la Commission européenne ont décidé que c'était interdit. On ne parle pas du gaz de schiste, du pétrole de schiste. Hein. Pour tous, il n'y a pas de différence. Donc si j'étais les États-Unis, moi je ferais du lobbying pour que justement on fasse passer ces lois. Oui, bien sûr. Comme ça je peux être compétitif et continuer à vendre des produits. Bien sûr.
bien sûr. Mais ça ne sert pas à ça, l'Europe, en fait. Ben, c'est peut-être ça sert à ça, mais l'Europe est... Je voudrais L'Union dire quand européenne, même... hein, je fais une Je voudrais distinction. quand même dire que on casse souvent du sud sur l'Europe, et moi le premier. Mais avant, c'était pas comme ça. Quand on a eu ce choc pétrolier en 1973, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de pétrole. Et là, on s'est dit, il y a du pétrole en mer du Nord. On le savait qu'il y avait du pétrole en mer du Nord. Alors, la Commission européenne, la DG Énergie, où je travaillais, on a mis les moyens pour financer la recherche, développer des outils de recherche et faire de la recherche sur des nouvelles technologies pour exploiter la mer du Nord. Et tout ce boom qu'il y a eu dans les années 80 sur l'exploitation de la mer du Nord, c'était des recherches européennes. Nous, on ne finançait pas les Exxon et Total, hein. On finançait les compagnies parapétrolières, ça s'appelle, les PME qui font les équipements. Et ces compagnies-là étaient financées par l'Union européenne, qui a permis de développer ces technologies ensuite, de les mettre en mer et nous sauver. C'est grâce au pétrole de la mer du Nord que nous avons été sauvés pendant les chocs pétroliers. Parce qu'à l'époque, on était même fiers de ça. Ouais, oui, je vais le croire. Et aujourd'hui, il est honteux de dire qu'on devrait forer. Parce qu'il n'y a plus qu'une chose, c'est les renouvelables. Et à partir du moment où le dogme est 100% renouvelable, il ne faut pas forer. Il est interdit de forer, Ça doit être interdit de savoir. Ça va être les mêmes qui interdisent les recherches sur le pétrole amniotique. Pour revenir au changement climatique, il y a eu des terribles inondations à Valence. Et évidemment, on blâme le changement climatique. Puisqu'apparemment, la recherche, la science dit que ces événements existaient déjà, mais qu'ils vont être de plus en plus fréquents. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été choqué et humilié lorsque la présidente de la Commission européenne, 2-3 heures après, a blâmé le changement climatique. J'ai dit, ma maison où j'ai travaillé 36 ans est vraiment tombée si bas. Comment est-ce possible de tomber si bas? Il y a une armée de fonctionnaires, elle aurait pu se renseigner. Elle demandait, mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas besoin de se renseigner. C'est le changement climatique, d'office. Et puis sortent les vérités. Ben, tout d'abord, qu'il y a eu une inondation en 1957 qui a détruit Valence, plus de 200 morts. Et là, dans les années 60, ils se sont dit, pour éviter de faire ça, on va dévier le fleuve, El Turia, et on va le dévier vers le sud de Valence. On a fait des canaux pour le dévier dans le sud de Valence, dans des zones agricoles. En disant, voilà, là-bas, ça ne dérange personne. S'il y a des inondations, c'est des zones agricoles. Sauf qu'en 60 ans, les zones agricoles sont devenues des zones urbaines. Et on a construit sans penser que ça pouvait revenir. Et des rues étroites, et donc ça a été une catastrophe. Deuxièmement, c'est depuis le fameux météorologue Luc Trullemans qui le dit, c'est pas moi, il y a eu 25 événements similaires depuis le XIVe siècle. Donc il y a toujours eu ça, ces tempêtes. Troisièmement, la Commission européenne, dans le cadre de la politique de restauration de la nature, elle finance la destruction de barrages. Pas des grands barrages hydroélectriques, hein, mais les petits barrages que les hommes ont construits le long des rivières pour des raisons, pour avoir de l'eau, pour ne pas avoir d'inondation dans leur quartier. Il y a plein de barrages dans les pays méditerranéens, il y a plein de barrages partout. Et donc, la Commission européenne donne de l'argent pour détruire ces barrages. Et donc, si on détruit les barrages, ben, il n'y a plus de tenue d'eau. Avec donc l'argent de la Commission européenne. Et ce que j'ai appris tout récemment, c'est qu'on savait qu'il y allait tellement avoir de pluie que dans certains barrages qui étaient à la limite, on a dit on doit absolument éviter qu'il y ait trop d'eau dans le barrage, sinon il risque de rompre. Barrage hydroélectrique, hein. Et là, c'est une véritable catastrophe. C'est pas 200 morts, là. C'est 20 000 morts, hein. Et donc, ils ont ouvert les vannes pour libérer l'eau. Mais ils n'ont prévenu personne en aval. Ils n'ont
pas permis, ils n'ont pas dit à la population on ouvre les vannes. Et donc, tout est mauvais là-dedans. Dans cette histoire de Valence, tout est honteux. Il y en a Le aussi. climat n'y est pour rien. Il y a aussi quelques complotistes qui ont observé le ciel et qui ont regardé avec des données radar, etc., qui ont vu des nuages qui faisaient des courses un petit peu bizarres, peut-être certains même venant du Maroc. Et ça pose la question de la géo-ingénierie. Qu'est-ce que vous pensez de la géo-ingénierie ? Donc, c'est-à-dire l'ensemencement des nuages et toutes ces choses-là. Est-ce que ça existe ? L'influence ou le contrôle, la manipulation du climat par l'homme. Alors, voilà. C'est pas nouveau. Hein. Moi, je me suis occupé du climat depuis 1994. Hein. J'ai géré le dossier du climat. Hein. Si j'en parle, c'est parce que j'ai géré le dossier entre 1994 et 2000. Et on parlait en effet de cette possibilité de modifier le climat par la géo-ingénierie. Je n'y crois pas du tout. Le système atmosphérique est tellement vaste, immense, que ce n'est pas des questions ponctuelles qui peuvent modifier cela. C'est de la science-fiction. Attention, alors excusez-moi, modification de la météo, pardon. Pas du climat. Donc vous ne croyez pas à la géo-ingénierie pour modifier le climat, Oui. ok, ça Mais c'est même clair. Mais même la météo, Mais pourtant même- il y a les Américains ont fait quand même tomber beaucoup de pluie au Vietnam. Je sais pas. Je ne me D'accord. suis pas intéressé à D'accord, ça. mais en tout cas pour ce qui est du climat, pour vous la Bah géo-ingénierie, non, c'est c'est pas possible de modifier le climat avec D'accord. ce qu'on va envoyer dans Donc, l'atmosphère. donc c'est la Je différence voudrais- entre le climat et la météo Oui, quand même. Hein. Bien sûr. Je voudrais dire quand même quelque chose qu'on n'a pas abordé et qu'on aborde rarement dans les débats. C'est que dans la Convention sur le changement climatique de Rio de Janeiro, il y a 2 volets. Le volet adaptation et le volet mitigation. Réduction. Réduction. Donc, tout le monde parle de réduction des gaz à effet de serre. Mais dans la Convention, il y a une partie sur l'adaptation. Pourquoi ? Parce que le GIEC a comme rôle d'étudier l'impact de l'homme sur le climat, non pas le climat. C'est pas une nuance. Le GIEC n'étudie pas le climat. Il étudie l'impact de l'homme sur le climat. Mais tous ces gens qui travaillaient là-bas savaient très bien que le climat a toujours évolué. Et donc, qu'il y ait des voitures qui polluent, qui produisent du CO2 et que ça change le climat, ça ne change rien à tout le climat qui change de façon naturelle. Et donc, s'il y a des perturbations qui vont arriver, comme par exemple à Valence, il faut s'adapter. Et donc, une politique de sage en matière de climat serait l'adaptation. Adaptons-nous, comme les Hollandais l'ont fait, n'est-ce pas, au début du XXe siècle. Ils se sont adaptés. Et donc, on doit dire aux pays qui ont des difficultés, il faut vous adapter. Et la première chose qu'ils doivent faire pour s'adapter, c'est devenir riche. Parce que quand vous êtes riche, vous n'habitez plus dans des bidonvilles, vous n'habitez plus dans des baraques en tôle, vous habitez dans des maisons en béton qui résistent aux tempêtes. Moi, je trouve que c'est une excellente conclusion. Adaptez-vous, devenez riche. Pas mal, hein. Ça ressemble à un truc du World Economic Forum, mais c'est Aussi, pas mal comme aussi, slogan alternatif. aussi. Et pour devenir riche, il faut de l'énergie fossile. L'énergie pas Ça. chère. Et donc, on n'en sortira pas. Le but n'est pas l'enrichissement personnel. C'est pas ça le but, bien entendu. Le but, c'est de donner aux gens une meilleure résilience aux événements naturels et une meilleure qualité de vie. Nous sommes des privilégiés, vous savez, nous ici. Ah oui, oui, Si oui. vous allez en Afrique, vous allez voir la réalité du monde. La réalité qui est due au fait qu'ils n'ont pas d'énergie. En Afrique, il y a 50% de la population qui n'est pas connectée au réseau électrique. Et quand ils sont connectés au réseau électrique, c'est quelques heures par jour. Et donc, ils ont, ceux qui ont suffisamment d'argent, ils ont un groupe électrogène qui fonctionne au diesel. Oui. Et donc, c'est ça l'Afrique. Et les autres, ils font la cuisine avec du bois. Et ils font la cuisine avec du charbon de bois qui pollue. Et le niveau de vie, l'espérance de vie de ces gens-là est de 30-40 ans. Voilà. Parce qu'ils utilisent des énergies renouvelables. Donc, soyons heureux d'être privilégiés. Ah bah oui. Merci beaucoup Samuel, Merci à vous. Samuel Efourfari Ce d'être tour d'horizon. d'être venu. Oui, on a balayé un petit peu vite tous ces sujets. Ah, bah, on pourra le réinviter. Oui, Absolument, c'est oui. c'est passionnant, c'est vraiment passionnant de vous écouter et puis parce qu'on s'aperçoit que l'énergie, le climat, ben effectivement, c'est la vie, tout ça, et on parle de beaucoup de sujets. Ça va même jusqu'à la géopolitique, à la politique.
Et Et donc, même jusqu'à la géo-ingénierie. et ouais. Merci beaucoup Merci à vous. et à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.